Bonsoir à tous, marhaba bikoum, bienvenue dans votre émission On refait les jeux. À 10 000 km de Tokyo, depuis Odin, on décrypte, on analyse toute l'actualité olympique avec la crème des consultants algériens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de encore recevoir Ahmed Mahor Bacha. Marhaba bik. Salam. Mohamed, bonsoir. Salam alaikum, marhaba bikoum. Et Njla, bonsoir. Nos deux habitués. Heureusement, malheureusement, Malik Louahla est absent. On lui souhaite prompt rétablissement à toute sa famille et qu'on espère revoir très vite. Alors, comme à notre habitude, votre image du jour. Dadi. Il y a eu beaucoup d'images du jour, mais évidemment, c'est la détresse du perchiste français Lavinelli qui, blessé il y a 15 jours, a pu se soigner une cheville gravement blessée et qui s'est encore une fois blessé au niveau du talon de l'autre jambe. Voilà une image triste qui, malheureusement, c'est ça le sport, c'est pas seulement la joie, mais il y a également des moments durs comme ça auxquels on ne s'attend pas. Voilà. Mohamed? Pour moi, c'est clair, net, précis, c'est la course du 400 mètres et pas seulement warm-up, mais les 8 concurrents qui ont réalisé, pour moi, la plus grande course de tous les temps. Toutes disciplines confondues. Hein. On en reviendra plus tard. Nejla. Moi, je vais sortir de l'athlétisme parce que les jeux, c'est vrai que l'athlétisme, c'est important. C'est l'Égypte qui arrive en demi-finale de handball. Donc, franchement, bravo à eux et bonne continuation pour les autres échéances. Alors, hier, on a eu une bonne nouvelle. C'était la grande et belle qualification de Tahar Trik, 17-05. Nous avons eu aussi, malheureusement, l'élimination en quart de finale de Iman Khalif face à la championne du monde Harrington. En lutte, nous avons eu Sid Azara Bachir, connu sous le nom de Rougi, oui, qui s'est qualifié pour les quarts de finale, qui a battu le chinois Fei Peng, et il s'incline face à l'Ukrainien Beleniuk. Comme l'Ukrainien Beleniuk est passé en finale, donc il a l'option d'être repêché. Il s'est fait repêcher. Demain, il combattra le Serbe Datunashvili. Et s'il gagne, il combattra le Croate Uklek. S'il gagne ces deux combats, il se battra pour la troisième place et la médaille de bronze. Donc on espère qu'il ira jusqu'au bout, sachant qu'avec le finaliste, le combat qu'il a eu avec le finaliste, qui est finaliste ukrainien, c'était un combat très serré, c'était en points, ils ont fini 1-1, c'est une décision d'arbitre. Donc on pense qu'il a une chance d'aller pour une troisième place. Il y a une chance. Moi, j'ai toujours pensé que les lutteurs pouvaient nous surprendre. Et puis, Rougi a une chance sérieuse de monter sur le podium. Hier, j'ai vu son match sur YouTube, pour ne pas les nommer. C'était une victoire par décision. C'est l'arbitre qui a décidé. Alors que, chauvinisme à part, je pense que Rougi ne méritait pas de cette défaite. Voilà. Et il a l'occasion de se rattraper, Inch'Allah. En sachant que... Donc on pense qu'il pourra y aller jusqu'au bout. Il a une chance avec Teriki, ce sont les deux dernières chances pour notre pays de gagner une ou deux médailles. Ça sera pour la première fois dans l'histoire si Roger arrive au bout, qu'un lutteur ramène une médaille olympique. Ça sera le quatrième sport pour la justice. Malheureusement, il y a eu Merabat Abdelmalek, aussi l'autre lutteur qui s'est incliné face aux Sud-Coréens. Demain, on avait une chance avec Bidani, qui malheureusement lui aussi covidé. Donc on a eu le dernier test qu'il a effectué aujourd'hui, test positif. Donc malheureusement, il était 5e mondial. On pensait qu'il pouvait aller au bout. Malheureusement, ce satané Covid nous prive encore d'un athlète. Sans le test positif d'aujourd'hui, c'était déjà fichu, puisque depuis son arrivée à Tokyo, il ne s'est pas entraîné. Et en haltérophilie, lorsqu'on ne s'entraîne pas, comme dans tous les sports d'ailleurs, pendant 2-3 jours, on perd ses moyens. D'autant plus que la bouffe qu'on leur sert dans la prison, là où ils sont confinés, n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend des organisateurs des Jeux Olympiques. Donc, à partir du moment où il était positif à l'aéroport, la médaille
c'est envolé. Était compliqué, Voilà. était compliqué. Demain, Pardon, il faut juste rappeler que la délégation, je parle les athlètes qui ont été confinés comme étant cas suspects, où là, ils sont toujours confinés, même après 18 tests négatifs. Ils sont toujours dans une chambre c'est confinée. une décision de Tokyo, c'est ça? Oui, apparemment, C'est le protocole. c'est le Il protocole. faut 14 jours d'observation pour que tu sois définitivement considéré comme non atteint du virus Covid. Voilà. Donc ces jeux de Tokyo deviennent un petit peu des Jeux Olympiques, mais en même temps des Jeux carcérales. Au point où j'ai discuté avec Ammar Benida et Saïd Ahmed, ils arrivent mieux à comprendre la décision de Carlos Ghosn de quitter à travers une truc de musique, le patron de l'ex-Renault et tout. Donc c'est parce que on ne peut pas, dans une démocratie pareille, ils ne te donnent même pas la possibilité de s'exprimer, de te autodéfendre. C'est-à-dire, tu es là, tu es comprimé, tu as fait une trentaine de tests négatifs, mais on ne t'explique même pas pourquoi on te garde toujours confiné dans une chambre avec aucun contact, avec une puce qui signale ton déplacement comme prison break. On va essayer d'avoir une vidéo de leur part. On peut discuter. On aura cette vidéo comme vous voulez. Demain, il y aura aussi Kharis Amira qui va essayer encore d'aller vers les 500 mètres en canoë. On va essayer peut-être de se frayer une bonne place dans le classement, c'est très compliqué. On lutte aussi, mais on lutte libre, pas en gréco-romaine. On aura Kharbash Abdelhaq qui combattra le Bulgare et Ben Fardjallah Fatih qui combattra le Suisse. Et aussi Charouati Souad en 10 km au libre. C'est nos derniers athlètes à Tokyo. Je commence par toi, Angela. Charouati Souad, 10 km au libre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Angela, pour demain? Charouati, c'est parmi les derniers athlètes à être qualifiés au JO. Elle a gagné sa qualif dans une compétition au Portugal. Et puis bon, réellement, l'eau libre en Algérie, c'est une nouvelle discipline. Généralement, les athlètes la font par une fois de natation classique, on passe la natation eau libre. Donc, c'est pas pour le moment, ce n'est pas une spécialité d'emblée. Et puis, bon, à la base, c'est une agence de 800 et 2005. D'ailleurs, elle est championne d'Afrique au 800. On attend d'elle qu'elle améliore son temps, mais le niveau mondial est très élevé par rapport à notre... Quand on parle de Charouati Souad, quand on parle de Roger, quand on parle de ces jeunes athlètes-là, on voit en ce moment sur les réseaux sociaux qu'il y a un acharnement sur ces jeunes athlètes qui quand même participent, qui essayent de faire, qui battent le record. On a même entendu sur d'autres chaînes qu'il ne fallait pas envoyer Ben Hedja, qu'il y a eu beaucoup de paroles comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dadi? Vous savez, la Fédération américaine de natation a fait un tweet il y a 2 ou 3 jours, je l'ai perdu, je l'avais retrouvé pour le publier sur ma page Facebook. Et donc, il conseille aux gens de jouer avec la fédération Let's Play Game, de jouer avec la fédération. Ils leur disent, avant de critiquer, faites un test sur 50 mètres papillon, 50 mètres d'eau, avant de juger des athlètes, des nageurs. Parce que les nageurs américains, ils sont, à mon avis, ils sont à peu près 80 nageurs, je pense, 80 nageurs américains aux États-Unis, présents à Tokyo, ils n'ont pas gagné 80 médailles. Il y a 80 athlètes américains, ils ne vont pas gagner 80 médailles. Et il y a 80 athlètes jamaïcains, ils ne vont pas gagner 80 médailles. Donc, oui, il faut participer au jeu, parce que ça permet d'abord de développer la discipline, même si on est faible entre guillemets, lorsqu'on est qualifié aux Jeux Olympiques, on fait partie au judo, parmi les 18 meilleurs judokas au monde dans sa catégorie. En athlétisme, parmi les 20 jusqu'à 40 meilleurs athlètes au monde. Vous imaginez si chaque Algérien est classé 20e ou 40e ou 100e dans sa spécialité.
Liber El Hout, il est classé parmi les 100 meilleurs, le médecin, le gars d'Air Algérie, le gars qui vend des voitures. Donc on serait une nation très très forte. Ces athlètes, nos sportifs, les 44 qui sont là-bas, sont partis faire la guerre, pas avec les mêmes armes que ceux qui sont là-bas. Ils n'ont pas les mêmes armes. Certains sont là-bas avec des missiles nucléaires. Nous, certains sont partis avec des lances... Lance-pierre. Voilà, lance-pierre. Mais ils sont là-bas parce qu'ils vont apprendre. Certains d'entre eux vont devenir des entraîneurs. Cette participation sera importante pour le suivi de leur carrière. D'autres ne seront pas entraîneurs, mais ils auront permis de créer une tradition. Personne ne comptait sur Cherouati, sur Lubna ou sur notre spécialiste de tir pour gagner des médailles. Mais c'est une étape obligatoire pour créer des traditions et pour permettre, Inch'Allah, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ce qui n'est rien dans la vie d'une nation, d'avoir des médailles. En 83, dans les années 76, les années 72, les athlètes algériens partaient, se faisaient éliminer à l'échauffement. Au premier tour, on revenait. Mais ces participations ont permis justement de créer la tradition, l'école algérienne d'athlétisme. Donc c'est toujours important. Maintenant, celui qui veut se moquer de nos athlètes, il est libre. Surtout, c'est courageux derrière un ordinateur. Voilà, c'est toujours courageux. Et surtout quand on voit, Mohamed, qu'il y a des athlètes qui critiquent d'autres athlètes, c'est quand même malheureux de voir ce genre de situation. T'as dit? Ça c'est, moi je comprends pas. Ça c'est dingue. Des entraîneurs qui critiquent des athlètes et des sportifs qui critiquent des sportifs, ça je peux pas comprendre. Lorsqu'on critique un entraîneur, c'est qu'on ne fait pas le même métier que lui. C'est qu'on ne connaît pas les mêmes difficultés du métier. Lorsqu'un athlète critique un athlète, eh ben ça prouve qu'il ne connaît pas la difficulté. Il faut toujours rester humble. Vous voyez les Américains, comment ils se supportent entre eux. Le premier qui supporte le dernier. Parce que lorsqu'on est aux Jeux Olympiques, on fait partie de la crème. Quel que soit votre classement, même si vous êtes dernier, 46e sur 46e, vous êtes le 46e au monde. Oui. Au monde. Et ça, c'est extraordinaire. Hier, c'était un petit peu, on va dire, c'est le premier finaliste algérien et pour l'instant le seul, Triki Mohamed Yasser, qui passe en finale du triple saut. Ton analyse, Mohamed, du concours? Alors, le concours, évidemment, à 9 h du matin, on s'attendait à ce qu'il y ait des surprises, à ce que les athlètes ne soient pas au top de leur forme, surtout dans une qualification. Il faut gérer le problème des marques. Il faut savoir qu'on a seulement 3 sauts, qu'on doit assurer la marque de 17,05, ce qui n'est pas évident à faire pour la plupart des athlètes qui sont présents à Tokyo. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un seul athlète qui sort du lot, le Portugais Pichardo. Il a fait une course d'élan, il s'est arrêté 5 foulées avant. Il a fait des sauts comme ça, de haut en bas, en piston. Et il a réalisé une extraordinaire performance. Les autres, je dirais que tout le monde a une chance pour les places restantes. C'est-à-dire à partir de la 2e place, il y a au moins 5 athlètes qui peuvent jouer ce rôle. Avec quelques surprises quand même. Le recordman du monde en salle, Zongo, qui n'a pas confirmé. Il s'est qualifié avec 16,86. Aussi le double vice-champion olympique, double vice-champion au championnat du monde les Fatou, Will Clay, qui est passé à la trappe, 16,99. Lui qui a un record personnel à 18,40. Donc, parce que justement, après le forfait, la blessure de l'Américain Taylor, qui a dominé la discipline depuis une décennie, c'était Will Clay qui était toujours 2e derrière lui. On s'attendait à ce que cette fois-ci, il connaisse le patron, le leader, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais il ne faut pas l'enterrer déjà, parce que, comme on a discuté avec Dadi, dans une finale, on peut s'attendre à tout. Du positif comme du négatif. Donc, Triki, techniquement parlant, il a assuré, il a bien géré son concours, déjà, en faisant pas des essais mordus.
Donc, il était progressif, plus ou moins. Il a commencé à 16,75, je pense. Donc, il a réalisé 17,05, ce qui était demandé aux athlètes pour passer directement à la finale. Il est cinquième à la suite des qualifs, ce qui le place très favorablement pour le concours d'après-demain, Inch'Allah. J'ose espérer qu'il y a des fautes techniques qui sont dues au stress des qualifs, qui sont vraiment quelque chose de très particulier. Mais Inch'Allah, la finale, il va se libérer, il va lâcher les chevaux. Dadi, comment tu as trouvé techniquement, comment tu as trouvé Moi, je ne suis pas un spécialiste du triple saut. Il le sait, moi je ne suis spécialiste que des épreuves que j'ai pratiquées, que j'entraîne. Mais je pense que son comportement mental a été excellent puisqu'il n'a pas flanché, qu'il a réalisé à sa troisième et dernière tentative le minimum pour se qualifier. Ça prouve que dans sa tête il est fort. Le problème des marques, c'est un problème récurrent chez lui. Depuis qu'il était jeune, il a toujours eu des petits problèmes de marques. Entre parenthèses, il a changé. Il avait un départ avec pré-élan. Et maintenant, depuis qu'il a changé, il commence avec départ standing. Il a plus de stabilité. On le voit très bien. On le voit très bien dans les derniers concours. Mais sinon, aussi bizarre que ça puisse paraître, les coureurs de 400 haies se sont tous sentis des ailes dans une discipline, dans la même épreuve. Et puis juste à côté, les gars du triple saut ont tous eu des problèmes. Et c'est ça, il y a des choses on ne comprend pas. Moi, je reste persuadé qu'il a une chance sérieuse de monter sur le podium. Il faut qu'il se qualifie d'abord en finale, parce que là, il est qualifié au tour final. Se qualifier en finale, c'est être parmi les 8 premiers. Après, tout est possible. Je pense qu'il a le mental, il a la santé, j'espère, il a la forme, sûrement. Lorsqu'on fait 17, on est en forme. Donc voilà, il faut qu'il se fasse plaisir d'abord. Pour expliquer à nos téléspectateurs, le tour final, c'est qu'ils sont 14, ils sont 12, et que les 3 premiers sauts, les 8 premiers passent pour 3 autres. Oui, on n'entend pas finaliste dans un championnat du monde aux Jeux Olympiques, les 8 premiers de la discipline. Il faut qu'il se fasse plaisir, parce que je l'ai vu, on sent qu'il a une tension, qu'il y a la peur et qu'il a tout le poids de la délégation algérienne, tout le poids de l'Algérie, puisqu'on compte sur lui. Je suis sûr qu'il lit les réseaux sociaux. Et donc, Hier, Zaloukhi nous avait dit si on va voir son dos, il est tout bleu. Exactement, c'est toujours comme ça. Mais on sentait que dans le concours qu'on avait vu, le troisième saut à 17,05, il avait crié, il avait bien crié, il avait dégagé toute cette pression qu'il avait. Mohamed, comment tu analyses ce cri, ce dégagement qu'il a eu? Il s'est tout simplement libéré parce que les qualifs, c'est très compliqué à gérer. C'est très très compliqué. On a expliqué hier, il y a 2 groupes, des gens qui vont, qui viennent, des marques par-ci, par-là. Donc on est en train de regarder un peu les adversaires, sa position par rapport aux autres. Il faut gérer les marques. C'est pas comme par exemple dans d'autres épreuves où on a le starting et on est à fond depuis. Donc il y a tellement de paramètres. En plus, le triple saut, c'est un peu particulier. C'est-à-dire on ne peut pas aller vraiment à fond parce qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait une perte de vitesse après le premier et le deuxième saut. Donc tout ça fait qu'on doit être à fond tout en gardant un maximum de relâchement, tout en cherchant à être équilibré dans la proportion des sauts, ne pas écraser, le travail technique de la jambe d'appui, la jambe d'appui, les bras, la jambe genou de la jambe libre. Tout ça fait que l'athlète, il a tellement de choses, tellement de paramètres à gérer déjà dans sa tête qu'il ne peut que exulter sa joie et son truc après avoir réalisé l'objectif qui est de se qualifier et de la plus belle manière. Une dernière question, on avait vu, moi en tant que téléspectateur, j'avais vu que quand même il était il perdait quand même beaucoup de centimètres, minimum une quinzaine de centimètres au niveau de la planche par rapport à Pichardo qui était à 1 centimètre de la planche. Oui, Pichardo, pour le cas de Pichardo, il était tellement près de la planche qu'il a dû, il a piétiné. Il a piétiné pour pouvoir enchaîner le saut sans faire mordu.
Donc, mais quand bien même il était vraiment, c'est-à-dire à vitesse pratiquement très très inférieure, il a quand même réalisé un saut extraordinaire, ce qui démontre le potentiel de l'athlète portugais qui est d'origine cubaine. Il faut juste rappeler que Picardo, c'est pas n'importe qui, et il a un record à 18,08. Donc, Dadi me disait qu'il a plus peur plus peur que Picardo n'assure pas que pour Zongo qui est le recordman en salle. Zongo, il m'a paru hier, il n'y a pas que Zongo, les trois athlètes. Clay, Zongo. Non, les trois athlètes qui sont entraînés par le français Tanguy avaient de grosses difficultés. Il n'y a pas que. Les deux Français et Zongo. Et Zongo, oui. Donc, les trois, ça n'a pas marché pour eux. Le seul Français qui est passé, il ne s'entraîne pas avec lui. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que dans une finale, tout peut arriver. Avec le potentiel qu'il a, il faut rappeler qu'il a détrôné cette année le record du monde, indoor. 18, Zongo à 18,07 indoor cette année. Donc, question potentielle, la question ne se pose même pas. Dadi, un dernier mot pour Triki, pour lui souhaiter. Il faut qu'il se fasse plaisir, tout simplement. Il faut se faire plaisir et. À la André Thompson. Voilà, et la suite viendra. C'est facile à dire dans un studio, à 10 000 kilomètres du stade, mais c'est ce qu'on dit aux athlètes généralement. Faites-vous plaisir. C'est pas la fin du monde. Et on ne va pas vous tuer ni guillotiner. Faites-vous plaisir et la suite, le reste viendra. Voilà. Et on espère pour nos téléspectateurs sachent, Triki sautera la finale le 5 août, donc après-demain, à 3h du matin, heure d'Alger, à 11h du matin, heure de Tokyo. Juste une dernière question par rapport à Triki. 11h du matin, on l'a vu à 9h du matin, tout le monde n'était pas très très bien réveillé. 11h du matin, est-ce que ça peut quand même changer un petit peu la donne? Déjà qu'ils se sont habitués, déjà ils ont fait des qualifs à 9h. Dadi? Tout le monde savait depuis 2 années à quelle heure ils allaient sauter. Donc si vraiment ils ne se sont pas préparés à sauter à telle heure, c'est de la folie. Et deuxièmement, ils vont tous sauter à la même heure. Donc à partir du moment où les adversaires ont les mêmes conditions. Donc il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas à philosopher autour de il pleut pour tout le monde, il y a du vent pour tout le monde, il fait chaud pour tout le monde. Il pleut. Donc voilà. Oui, mais quand on était à Gloria, je sais que Triki, quand on était en Turquie, il s'entraînait très tôt le matin. Okay. C'est-à-dire à 8h30, il était déjà sur la piste en train de faire sa séance d'entraînement. Donc il se préparait par rapport à ça, parce que l'horloge biologique, c'est très important de conditionner le corps humain à répondre aux exigences de la compétition en fonction de l'heure de la compétition. Mais bien sûr. Comment tu as trouvé le Triki hier? Il était beau à voir. Non, mais on sentait que la tête était sûre. Hein. C'est-à-dire, certes, il y avait la pression, mais je pense qu'il avait très bien. Enfin, il a vraiment bien cerné ce stress-là, et puis ça a payé. Donc, même dans ces sauts, moi je ne suis pas spécialiste, mais on sent. Il y avait de la progression. Donc, quelque part, il savait comment gérer son stress et corriger ses fautes au préalable. Hier, dans la nuit nippone, il y a eu le grand, j'oserais dire choc, magique, choc. Le journal d'équipe a titré aujourd'hui la plus belle course des Jeux Olympiques depuis 1896. Oui. Voilà, tout simplement. Ouais. Et c'était quand même extraordinaire. Et je voudrais juste vous citer un entretien qu'il a eu en exclusivité au Allum. Il dit à un journaliste, mec, c'est complètement fou. C'est de loin le plus gros moment de ma vie. C'est une obsession. Je m'endors toutes les nuits en y pensant. J'avais cette sensation spéciale dans la poitrine. Vous savez, comme lorsque vous êtes nerveux. C'était quelque chose que je ressentais à l'âge de 6 ans. Depuis, je ne l'avais plus ressenti. Mais hier, elle était revenue. C'est quand même magique, Dadi. Écoutez, il a fait 33,6 au 300 mètres et ça fait pas longtemps. Donc 33,6 laissait présager une performance extraordinaire. Pas à 45,94, mais tout le monde savait, tous les spécialistes savaient que lorsqu'on fait 33,6 au 300 mètres et, c'est-à-dire que tout est possible. On ne savait pas, personne ne pouvait savoir sauf lui et son entraîneur,
en combien il allait terminer le dernier 100 mètres et avec 2 haies. Mais lorsqu'on fait 33,6, c'est-à-dire qu'on a franchi franchi un siècle, parce que cette performance, c'est le 22e siècle, le 23e siècle, c'est pas en 2020. Et c'est ça le sport, tout est possible. Mais ce qui est extraordinaire, l'ancien record, vous me corrigez, était à 46,7. Ouais, Puis il a été battu par Warlord à 46,00. ouais. 46,70. Non, non, avant il était à 46, 70, 16. Ensuite, 46,70. chez lui à Oslo, Chez lui à Oslo. il y a un mois. Il y a un mois. Et là, dans une finale, on a le premier Warlord 45,94, Ray Benjamin l'américain Il bat 46,17 le record du monde. et le brésilien 46,72. Ouais. Donc c'est quand même. Quand on se rend compte, s'il y a 2 mois, ils avaient fait cette course, on aurait vu que les 3 premiers auraient battu le record du monde. Exactement. Et je cite, encore une fois, je rajoute un passage, ça c'est Ryan Benjamin qui dit dans un entretien, c'est dur, ça fait mal, mais c'est comme ça. Si quelqu'un m'avait dit que je réussirais 46-17 en finale et que je perdais quand même la course, je pense que je l'aurais frappé et jeté hors de ma chambre. Exactement. Écoutez, c'est la plus belle, c'est la meilleure course depuis un siècle et demi. Vous imaginez, ceux qui ont assisté à la course d'hier, ils font partie de l'histoire. Nous avons été présents et nous avons vu la plus belle course au monde. Et c'est un phénomène qui n'arrive qu'une fois tous les siècles, pour moi, la course la plus phénoménale que j'ai vue dans un stade, c'est pas les 9,58 de Bolt et tout, mais c'était les 21,34 de Florence Griffith Joyner à Séoul en 88. J'étais au stade et voir une nana courir en 21,34 alors qu'il y avait des hommes qui ont couru en 21,40, des hommes. C'est exceptionnel. À la sortie du stade, j'étais avec Pietro Minea, l'ancien recordman du monde du 200 mètres, l'Italien. On était ensemble dans le bus. Et il était abasourdi. Vous imaginez le recordman du monde du 200 mètres qui avait 35 ans, je pense. Il s'est fait éliminer au premier tour, qui était abasourdi par les 21-34. Et on a toujours pensé que impossible. Cette performance pouvait être battue. Et puis on a vu tout à l'heure qu'il y a une jeune Jamaïcaine qui s'est approchée de cette performance 21-55. Quand on reviendra. Voilà, donc... moi, en tant qu'entraîneur, je ne suis jamais étonné des performances qui sont réalisées par les sportifs. Que ce soit en athlétisme, en natation, ailleurs, je ne suis jamais étonné parce que c'est mon métier de croire à l'impossible. C'est mon métier de dire aux athlètes et aux jeunes que tout est possible. Parce que si on a des barrières dès le départ, on ne peut pas faire son métier. C'est pour ça que je le dis sans blâme de falsaf. Moi, je ne suis jamais étonné de quoi que ce soit dans le domaine du sport. Mohamed, ton analyse un peu de. Alors, de pour parler un peu de la course, ce qui est aussi extraordinaire, c'est, bon, on parle de Warholm, il a fait sous les 46, ce qui était impensable il y a une journée, mais c'est surtout aussi la densité de cette course. C'est-à-dire, si on prend la première, la deuxième, la troisième et la quatrième place, c'est exactement la première, la deuxième, la troisième et la huitième meilleure performance mondiale de tous les temps. Reda, tu nous passes le pricing, s'il te plaît, en tableau et je te laisse décrypter ça. Non, avant les all-time list. All-time list. Ah, ok. Alors, les 10 best... Le résultat de 400 mètres, le meilleur résultat de 400 mètres de tous les temps. On a 45,95 de Norvégien, 46,17 de Ray Benjamin et 46,72 du Brésilien Dos Santos. Alors, Brésilien Dos Santos, il est jeune, je pense qu'il a moins de 20 ans. Il vient de faire 46,72, c'est-à-dire il y a un mois, c'était le record du monde de Kevin Young. C'est-à-dire, vous imaginez un peu la force de cette performance. Il y a un mois, celui qui a fait troisième, il aurait fait record du monde de la discipline. Et c'est la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps devant Kevin Young, qui a réalisé ça en 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et le quatrième, McMaster, en 47,08, il réalise la huitième meilleure performance mondiale de tous les temps. Donc, et cette performance aurait permis, le quatrième aurait gagné tous les championnats du monde
et tous les Jeux Olympiques, mis à part celle de 92 de Kevin Young. C'est pour vous dire, je parle de quatrième. Hein. On laisse à part le premier et le deuxième, Benjamin et Warholm. Donc on parle du quatrième, celui qui n'est même pas monté sur un podium. Il arrive quand même, avec cette performance, c'est extra. Il aurait gagné tous les Jeux Olympiques et tous les championnats du monde. L'histoire de 400 mètres. Pour vous dire à quel point cette performance, cette course, elle est extraordinaire. Parce que des fois, on voit qu'une course, elle est extraordinaire, les 9,58 de Usain Bolt, et encore 14, pour moi, c'est plus... Il aurait gagné le championnat d'Algérie sur 400 mètres plat. Non? Non, pas cette année. Monter sur le podium peut-être. Mais on parle du 400 mètres et homme. On oublie qu'il y a eu un record du monde du 400 mètres et dames. Et pour la première fois, il y a eu une fille, c'est avant les Jeux, hein, Oui. avait couru moins de 52 secondes. C'est la première fois dans l'histoire qu'une femme court moins de 52 secondes sur le 400 mètres. Et donc c'est l'année du 400 mètres. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas s'expliquer, mais c'est l'année du 400 mètres. La fille, par contre, qui a battu le record du monde féminin, aurait pu se classer 4e ou 5e avec les hommes chez nous en Algérie. C'est pour vous dire qu'elle aussi, elle a un niveau extraordinaire. Voilà. Pour revenir un peu à Warholm, il faut juste souligner Dadeila. Il détient toujours le record de Norvège au décathlon junior, en 7764 points. En 2016, à Rio de Janeiro, il était décathlonien et aussi coureur de 400 mètres. Et là où il a commencé. Bien sûr, hier, avec 45,94, on parle même pas. Mais il a déjà fait 46,70, 46,87 et 46,92 déjà depuis 2019. Pour vous dire un peu, côté la progression, depuis il a commencé pratiquement le 400 mètres et en 2016. Il a commencé déjà 2015, 51. Ensuite, 2016, 48, 49, 2017, 48, 22, 2018, 47, 64, 2019, 46, 92, 46, 87, pour arriver aujourd'hui à 45, 94. Donc Il était décathlonien. Il était décathlonien, c'est pour vous dire l'importance de la formation polyvalente. Le décathlon mène à tout. Décathlonien jusqu'au senior. Jusqu'au senior. Il est même le recordman avec national 7700 points, record de Norvège junior. Bon, Dadil aurait gagné. Avec 7700 points, il aurait gagné. En junior, non. Il y a 40 ans. En junior, j'avais fait 7100 et quelques. Mais il y a 40 ans, peut-être qu'il n'aurait pas fait 7700. Donc. Oui. Non, mais c'est fou, cette performance. Mais comment C'est stratosphérique. Ok, on est d'accord que c'est stratosphérique. Peut-être qu'aujourd'hui, Tokyo devient un petit peu l'espace où les grands records, on sait qu'il y a eu le record de 92, 8,95 m qui n'a plus été battu, qui n'a même plus été rapproché hier, on a vu, ça s'est gagné à 8,40. On est loin des performances réalisées à Tokyo 92. À Tokyo 92. Est-ce que Tokyo serait un petit peu aujourd'hui l'espace où on bat les records qui restent des décennies? Déjà dans le stade de Tokyo, on a 2 records du monde des sauts horizontaux. Oui. Et on a le triple saut d'âme et le saut longueur homme. Déjà, il y a deux records, en plus cette course et tout. Il manque un peu de gravité à Tokyo. Est-ce qu'on a fait Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être quelque chose. Hiroshima. Je pense que c'est l'enjeu, c'est la piste, c'est 2 années sans compétition. Les athlètes avaient envie de... C'est comme des prisonniers qui étaient emprisonnés pendant 2 ans et puis qui retrouvent la liberté. Je pense qu'il y avait du monde et s'il y avait un stade plein, on aurait eu encore de meilleurs résultats, c'est mon avis. Et l'après-midi, il faut juste souligner que le record du monde... C'est fait la matinée. La matinée, ça c'est... L'après-midi aurait... C'est pour ça qu'il ne faut pas trop chercher d'explications. C'est des athlètes talentueux, l'enjeu. Nous avons affaire à 2 athlètes quasiment du même niveau, Ray Benjamin et le Norvégien. Et puis ils ont été poussés également par les Brésiliens. Et puis quand vous avez 2 athlètes de haut niveau qui acceptent de se rencontrer,
vous avez des performances de ce niveau. Ça a été par le passé constaté, son longueur à Tokyo, Mike Powell, Carl Lewis, et puis chaque fois qu'il y a deux athlètes d'un niveau qui se rapproche, vous avez une progression comme ça de ce type. Ils sont tous les deux, ils ne dépassent pas tous les deux 25 ans. Oui, Warholm et Benjamin, ils se sont rencontrés 3 fois déjà dans le passé. Les 3 fois, c'est Warholm qui a gagné, 46-92, 46-98 à Zurich. À Doha, championnat du monde en 2019, c'est Warholm qui a gagné avec 47-42 contre 47-66 de Benjamin. Et la 3e fois, c'était hier à Tokyo, 45-94 pour Warholm et 46-17 pour Ray Benjamin. Donc c'était 3 fois et chaque fois on voit que les résultats, il y avait un surpassement. À un certain moment, après la 8e et on a vu Ray Benjamin qui était à peu près au même niveau. À la 8e et ils étaient au même niveau. Oui. Et ensuite, un coup d'accélération extraordinaire de Warholm pour... c'est-à-dire la présence de Benjamin, comme il vient de dire maintenant, quand il y a 2 athlètes d'un niveau exceptionnel, ça ne peut que stimuler ce qui a manqué peut-être à Duplantis aujourd'hui de battre, on sait que il est sur le toit du ciel, il a tenté 6-19. Oui, voilà, s'il y avait quelqu'un qui l'avait poussé, je pense qu'il n'aurait pas perdu sa concentration, qu'il aurait probablement, il a sauté, pour moi il a sauté 6-19, c'est clair. Mais bon, il n'y avait plus d'enjeu, il était champion, il est devenu champion olympique. C'est bon. À 21 ans. Voilà, à 21 ans. Exactement. Il est sur le toit du monde. Duplantis, on est bien d'accord que il a gagné à 6-0-2, donc on comprend que c'est le meilleur pêcheur au monde, mais vous savez, au niveau mondial, les choses évoluent très rapidement. Celui qui s'est classé 2e était inconnu il y a 1 année et demie. Il était le remplaçant de Sam Kendricks, voilà, l'américain donc, Sam Kendricks. les choses évoluent, les choses ne sont pas figées, et je suis sûr que les athlètes, les jeunes athlètes et leurs coachs qui sont en train de préparer la riposte aux Norvégiens, à Duplantis, sont en train de s'entraîner. Peut-être qu'ils ont 18 ans, 14 ans, 19 ans, mais pour eux, c'est possible. C'est le message que j'essaie de faire passer. Oui. C'est possible de battre ce record, c'est possible de battre les Duplantis. Les gens, un peu partout dans le monde, les gens travaillent pour ces objectifs. Parce que c'est le sport. Il est en perpétuelle progression. Les Américains ont un terme qui dit la zone. La zone, c'est quand un athlète est dans la zone, c'est-à-dire que tout devient possible pour lui, tout est facile. C'est un terme qui a été créé par un fameux journaliste de basketball qui parlait avec Michael Jordan. Une fois, il avait marqué, je pense, 80 points ou je ne sais pas combien, et qui lui expliquait que je tirais de n'importe quelle façon, j'étais sûr. Je n'avais aucun doute que j'allais marquer, tellement le cerceau me paraissait grand. C'est une sensation. Et ça, c'est la zone. Vous rentrez sur un stade et vous voyez que les haies sont basses, alors qu'elles ne sont pas basses. Vous voyez que le stade vous paraît petit. Il y a des athlètes, dès qu'ils rentrent dans un stade, on est 400 mètres interminable. Donc ça, c'est des sensations qu'on n'arrive pas à expliquer. Vous placez une barre à 2,30 m et puis la tête là-bas, il dit mais c'est une montagne. C'est une montagne, ou bien mais c'est pas aussi haut. Donc ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça, c'est le cerveau, c'est l'être humain. C'est pour ça que le sport regroupe tout le monde, et parce que justement on s'attend à ce que l'homme fasse l'impossible, et quelquefois, comme ce matin, on a vu une course où l'impossible a été réalisé. Impossible is nothing. Voilà, ça c'est ma devise avec les athlètes. On arrive au moment de l'humeur de Njla et Reda Jingle, et on repasse sur le final du 200 mètres. Alors, pendant que tout le monde a les yeux fixés sur l'athlétisme, entre-temps, il y a d'autres disciplines dans le plongeon. Et hier, c'était le 3 mètres tremplin. On voit toujours, cette fois, on a vu qu'il y avait d'autres nationalités qui ont pu quand même négocier quelques places en finale. Et le 3 mètres tremplin nous fait toujours revenir à 88 à Séoul, où Louganis a réussi à avoir la médaille d'or après avoir eu un accident, on va dire. Il a eu la tête décalotée complètement.
Il a refait, parce qu'il était déjà qualifié en finale, et il a fini par gagner la médaille d'or, qui est restée pratiquement dans la tête de tout fervent supporter de cette discipline et des Jeux Olympiques. Voilà, donc je voulais revenir sur ça. Hommage à Greg Louganis. Greg Louganis. Et Dadi était présent à Séoul. Oui. Et il dit qu'Impossible exotique. Donc on reste toujours dans le. On a vu l'histoire des Jeux Olympiques. Moi, j'étais jeune. Donc, il y avait un livre comme ça, écrit par Robert Pariente, c'est l'ancien patron de l'équipe, qui racontait la fabuleuse histoire des Jeux Olympiques. Donc, et j'avais 12 ans, 13 ans. Donc, je le lisais matin, midi, soir. Il y avait 200 à 250 pages. Et donc, il a raconté les exploits qui ont été réalisés par des sportifs depuis 1896 jusqu'en 72. Et c'est ça le sport, c'est ça ce qui fait que tout le monde aime le sport. Alors que, normalement, c'est les gamins qui doivent regarder le sport, mais nous sommes tous devant la télévision parce qu'on se projette dans ces champions. On se dit que, en fin de compte, l'être humain peut tout faire. L'impossible. Citius, Altius, Fortius. Exactement. C'est le slogan, Maintenant, l'humeur, c'est évidemment que je taquine tout le monde quand je dis que les Jeux Olympiques, c'est l'athlétisme, ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais j'ai vu ce matin de l'escalade, voilà, sur un mur, de vitesse. La vitesse, je ne savais pas qu'il y avait une épreuve de. Voilà. J'ai vu la voir et tout. En fin de compte, le haut niveau, c'est agréable à voir. Ping-pong, escalade, natation, même si on ne connaît pas ces sports, et même si on ne connaît pas les enjeux ni le règlement, quand c'est du haut niveau, c'est spectaculaire et c'est agréable à voir, surtout quand vous avez de brillants journalistes qui commentent et qui expliquent voilà. Donc, le sport, c'est pas seulement de l'athlétisme, évidemment, mais l'athlétisme reste l'Omriyadat. Omriyadat, Thompson et Hélène réalisent la deuxième plus grosse performance de tous les temps au 200 mètres. 21,53, c'est extraordinaire. 21,53. Derrière elle, Mombo. Mboma. Moi, j'avais pronostiqué. Tu avais pronostiqué Mboma sur le Mboma, podium. oui. Mboma, 18 ans, 21,81. Record du monde Junior. Oui, mais il faut rappeler que Mboma, la namibienne, elle est hyper androgène. On arrive à ça. On arrive à ça. Que l'horreur, ça va pas. Déjà, il faut savoir que Dadi est déçu parce que sa favorite n'a pas gagné le 200 mètres. Oui, non, c'était prévisible que Shelly Ann Fraser allait se classer 3e, 4e peut-être. Et puis elle est en fin de cycle, même si je pense qu'on va la revoir encore à Eugene l'année prochaine. Et puis tout est possible. Hélène est blessée. Elle a fait 21,94 quand même. Elle est fragile du tendon. Il paraît qu'elle va se faire opérer. Donc, vous savez, le sport, c'est, comme on le disait, c'est plein de surprises, de mauvaises surprises. Tout est possible. Mais pas déçu. Thompson est une grande athlète. L'athlétisme mondial a besoin d'athlètes comme Thompson pour justement maintenir la popularité du sport. Bolt, c'est parti. Maintenant, il faut qu'il soit remplacé. Vous avez un Norvégien qui n'a pas le charisme de Bolt, mais probablement que tout va être fait pour qu'il puisse devenir l'icône de l'athlétisme mondial. Il a quand même déchiré son Ça commence déjà. Ça commence déjà. Il commence déjà à être à l'aise. Le Viking. Mohamed, ton analyse quand tu vois un Mboma à 21,81, quand tu vois Hélène Thompson, on est dans le haut niveau. Hein, oui, mais pour Hélène Thompson, je rejoins l'analyse de Tati parce qu'on s'attendait un peu à ce qu'une athlète pareille soit un jour à ce niveau. Est-ce qu'elle pourra battre le record de 88 à Séoul, dont tu parlais tout à l'heure? Tout est possible, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre qui est meilleure qu'elle, c'est Sha'Carri, celle qui a fumé un joint et qui a été. Est-ce que tu es d'accord? Vous imaginez une finale de 100 mètres à toquer avec Sha'Carri 100 et 200, ça aurait été le. Je te pose la question, je vous pose la question à tous. Sha'Carri qui se fait suspendre par la délégation américaine parce qu'on avait trouvé dans son sang qu'elle avait fumé de la marijuana. Voilà. Est-ce que tu étais d'accord avec cette décision? Non, pas du tout. Et même avant le cas Sha'Carri,
j'ai toujours été contre le fait de mettre de la marijuana, ou la zitla, sur la liste des produits interdits, puisque nous savons tous que ça n'a aucun effet sur la performance sportive. Ça n'a aucun effet. Ceux qui ont fumé, je suppose qu'ils sont nombreux, ceux qui regardent Radio M, savent qu'on ne peut pas faire du sport en ayant fumé 2-3 joints. C'est pas possible. Donc C'est un handicap. peut-être ça peut aider ceux qui font du tir pour être plus calme et tout. Et encore, vous faites confiance à quelqu'un qui a fumé un joint qui veut tirer. Et, donc, et d'ailleurs maintenant, Joe Biden, le président des États-Unis himself, a dit que c'est anormal que marijuana qui est vendue dans certains magasins aux États-Unis, dans certains États, soit sur Considéré comme une drogue. une drogue qui peut aider des sportifs à réaliser des résultats. C'est anormal, il y a beaucoup de choses qui sont Mais anormales. peut-être que c'était une suspension par rapport à l'état d'esprit du sport, que peut-être un athlète ne doit pas avoir Oui, mais ce dans genre ce cas, de... il faut l'alcool, il faut interdire l'alcool, il faut interdire beaucoup de choses. Je Certains pense genres de musique. la WADA va enlever cette histoire. Je pense que la WADA va enlever la marijuana et les substances qui sont. Moi, je suis contre l'utilisation de la drogue, pas pour les sportifs, pour tout le monde. La drogue, c'est un fléau. C'est réellement un fléau. Je suis contre et je ne suis pas un pro usage de la drogue, c'est un fléau, c'est grave. Mais bon, c'est pas un produit dopant. c'est pas un produit qui peut Donc aider les sportifs. tu n'es pas d'accord avec la consommation de la drogue, Je mais, suis contre. mais tu es contre qu'un athlète soit suspendu parce qu'elle Exactement. a consommé cela. Exactement. Mohamed, toi? Oui, pareil, D'accord, bien pas sûr. d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis pas d'accord pour éliminer un athlète à cause d'un truc pareil, parce que vraiment ça aide pas à la performance. C'est pas un booster, c'est pas quelque chose qui. Maintenant, pour la drogue, il y a pas de débat. C'est pour ça que Nejla, toujours. Ben oui, je suis dans le même. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'elle a été suspendue pour donner un petit peu une bonne image, que l'athlète ne doit pas avoir certaines et que voilà. Mais est-ce qu'elle aurait été Bon, cela dit, aux positive États-Unis, à c'est vrai l'alcool? comme a dit Dadik, il y Non, a mais des États où c'est légal. Si donc, elle aurait été positive à l'alcool, est-ce qu'elle aurait eu la même sanction? Non. Ben voilà, donc il n'y a pas de. C'est l'alcool et la drogue, pratiquement c'est le même. Ce sont deux fléaux. Deux fléaux. Voilà. Mboma, 21 secondes 81, record du monde junior. On lui a interdit la participation en 400 mètres, alors qu'elle a aussi le record du monde junior du 400, parce qu'elle est androgénique. Donc c'est un... Déjà, explique-nous, Mohamed, qu'est-ce que c'est que C'est un taux de testostérone dans l'organisme qui est supérieur à la norme qui a été établie par les experts, les médecins de la World Athletics, liée à la Fédération internationale d'athlétisme. Donc ils ont décidé qu'à partir d'un certain taux d'hormones masculins, testostérone, on considère que l'athlète, elle dépasse la norme et donc elle ne peut pas concourir, ce qui est bizarre, dans certaines épreuves entre le 200 mètres et le mile. C'est-à-dire les athlètes, les femmes le 400, 800, 1005 et le mile. Et donc ils peuvent concourir dans des épreuves à partir du 5000 mètres, le marathon, et le 100, 200. Ce qui est, à mon sens, aberrant et incompréhensible. Soit c'est considéré comme un truc qui aide à la performance et qui n'est pas naturel parce qu'il dépasse la norme établie par ces experts. Donc, s'il peut aider dans une course de 200 mètres, pourquoi pas sur un 400 mètres, pourquoi non sur un 800 et oui pour un 200 et puis les histoires de normes, on en a tellement parlé, les gens, il y a un débat qui fait rage actuellement. Maintenant, est-ce qu'ils vont interdire même la présence de certaines femmes hadouma dans les épreuves inférieures et supérieures avec la performance de Mboma, la nommée bien Hadia? Ça, on ne sait pas. C'est fort. Il y aura des conséquences suite à la performance de Mboma. Ça, je suis persuadé. Dadi? C'est un problème qui va empoisonner la vie aux responsables d'IAF et même du sport mondial. Il y a de plus en plus de femmes
qui ont un taux de testostérone supérieur à la norme. Nous savons tous que la testostérone, c'est un produit naturel, mais c'est un produit anabolisant, androgénique, qui aide à la performance puisqu'il donne plus de force, qui peut donner même plus de... qui peut aider dans beaucoup de disciplines, mais notamment dans le domaine de la force. Avoir plus de force, c'est avoir un avantage certain. Ce n'est pas la faute de ces vies, elles sont nées comme ça, donc ce n'est pas de leur faute. Mais également, ce n'est pas la faute des concurrentes qui n'ont pas un taux de testostérone élevé, parce qu'elles sont désavantagées dès le départ. Il y a 2 ans, 3 années, dans l'épreuve de 800 mètres, on avait 4 ou 5 filles africaines, toutes, qui avaient un taux de testostérone élevé. C'est des femmes. C'est des femmes. Voilà, c'est Ménia, Nyon Saba, etc., etc. C'est des femmes. À 100%, c'est des femmes, mais qui ont un taux de testostérone un peu plus élevé à la norme établie par un homme, par des êtres humains. Donc, nous sommes toujours dans ce débat. Il faut qu'il y ait une équité dans la compétition. Il faut que toutes les filles aient les mêmes armes pour faire de la compétition. Mais faut-il suspendre ces filles? C'est anormal, c'est des femmes. Donc c'est un débat qui ne fait que commencer. Semenya a commencé à combattre ce système, elle a perdu devant les instances sportives. Mboma a gagné. Mboma avait gagné il y a quelques années Mboma- face au tribunal pour la participation aux Elle a 400 gagné. mets pour faire le record du monde. D'accord, maintenant elle ne peut faire que le 200. Elle est médaillée, je suis content pour elle. Mais la deuxième fille du Namibie, qui est excellente, c'est le 400, elle n'a pas gagné de médaille. C'est un problème qui va empoisonner la vie. Il n'y a pas de solution qui va satisfaire Dans tout le monde. Namibie, qui sont présentés pour la course de 200 mètres, un homme, 2 filles hyper androgynes. La cinq- Mboma est la deuxième qui a fait la 22-47. Voilà. Donc Elle a fait 7e du classement. Après Septième, Paris. oui. C'est un problème. Les solutions qui vont être apportées à ce problème ne vont pas satisfaire tout le monde. Peut-être de créer une course spéciale pour eux. Je reviens vers toi. Nidjla, ton non, avis, il y a- ton avis sur ça. Oui, moi, je suis une fervente je défends les droits. Je ne suis pas féministe et je défends les droits de la femme. Par contre, ces femmes, comme tu dis, c'est des femmes. Maintenant, elles ont des problèmes. La nature ne les a pas gâtées. Il dit un homme, il décide parce que elle a un taux de testostérone qui est plus important que entre parenthèses. Donc on revient à l'effet femme foire. Donc la femme qui avait la barbe, je ne comprends pas. Est-ce que pour les hommes, ceux qui ont le niveau de testostérone faible, Non, ceux-là, généralement, sont des dirigeants. Exactement. Très bien. C'est vrai, parce qu'ils J'ai eu ma n'ont réponse. aucune chance sur le stade. On est Voilà, dans les instances. voilà, exactement. Voilà. Donc, franchement, et pourquoi certaines courses, c'est C'est la toléré, vérité. certaines courses, c'est toléré et pas d'autres. Je ne comprends même, c'est pas normal. Ce qui est décidé pour des femmes où là, on leur donne des solutions. Prenez des médicaments. C'est ce qui est mais préconisé. Ben C'est ce qui est oui. préconisé. Alors, Donc, soit j'y arrive, elles prennent j'y des arrive. médicaments, elles sont pas malades. C'est pas une maladie qu'elles ont, c'est une malformation. Alors, Dadi, est-ce que tu peux nous expliquer, en lisant certains articles, je lisais qu'il y avait la solution, sur 6 mois, il fallait les athlètes prennent La progestérone, je pense, pour un traitement de 6 mois. pour diminuer C'est de la d'une manière- pilule. pour diminuer de manière artificielle le taux de... Et là, certaines ont accepté et d'autres non. Et elles sont libres. On ne peut pas obliger des athlètes à prendre des produits chimiques afin de pouvoir courir un 100 mètres. Vous voyez ce qui se passe pour le vaccin. Les gens refusent d'être vaccinés, refusent le pass vaccinal parce qu'ils ne veulent pas être obligés à prendre quelque chose d'artificiel dans leur corps. Donc évidemment, l'IAF, je vous dis, moi je ne blâme pas les responsables du sport mondial. C'est un problème qui va empoisonner l'ensemble des fédérations du mouvement sportif national, parce qu'il y a de plus en plus de femmes ayant
un taux de testostérone élevé, entre guillemets, et d'une manière péjorative, on dit les garçons manqués. C'est un terme que je n'aime pas, que je déteste. Mais les fédérations et les entraîneurs, on le constate en Algérie et ailleurs, vont de plus en plus vers ce type de femmes. Ce genre de Avec ce type de femmes, nous avons la certitude d'avoir déjà des femmes qui sont fortes, qui ont des muscles d'homme, entre guillemets, c'est un terme que je n'aime pas également. Et donc, il y a un avantage certain, pas la peine de travailler pendant 5 années de la musculation, elles sont fortes naturellement. Donc, les entraîneurs et les fédérations cherchent ce type de femmes. Donc, il y a de plus en plus de femmes sur le circuit international, toutes disciplines confondues. Et donc, il y a un problème sérieux. Sincèrement, je ne veux pas être à la place des décideurs, parce que c'est un problème... Il y a à la place de ces femmes. Voilà, parce que c'est un problème éthique, moral, mais également, je pense aux autres femmes dites normales, la chichi, blondes, yeux bleus comme ça, qui n'ont pas beaucoup de testostérone, comme ma sœur Nejla, et donc qui n'acceptent pas que de concourir avec des, entre guillemets, garçons manqués. Donc le problème est un peu plus large. Le troisième sexe, on va faire des courses pour troisième sexe. Il y a des gens qui commencent à se poser cette question. Il y a le cas d'une trans américaine qui était un homme, qui est devenu une femme, qui a gagné une épreuve en haltérophilie, mais qui n'a pas été sélectionnée aux Jeux Olympiques. Donc, c'est des problèmes c'est les problèmes du 21e, 22e siècle. Donc, voilà. ce serait un peu l'un des chantiers de l'IAF et du sport international. Pas l'IAF, c'est le CIO. Le CIO de... Ouais. C'est tout sport confondu, pas que l'athlétisme. Hein. On arrive bientôt au bout de l'émission et comme à notre habitude, on a Pardon, on n'a pas parlé de 800 et de sur longueur. 800 d'armes. 800 d'armes, oui, c'est vrai. On fait la chronique de Ihsan et on en parle. Alors, la chronique, on refait les jeux pardon, pas on refait les jeux, mais faites vos jeux de Ihsan Al-Qadi qui est covidé, confiné, mais qui ne veut pas s'arrêter. Amis auditeurs olympiens de Radio 1, bonjour. Je vous propose 3 rendez-vous pour cette nouvelle journée des Jeux Olympiques de Tokyo. On va commencer tranquillement à 22h30, hein, c'est en début de soirée, mais à 6h du matin, 6h30 du matin à Tokyo, avec la natation en eau libre dames. Natation en eau libre dames, une nouvelle épreuve relativement neuve dans les Jeux Olympiques, passionnante, très télégénique, et dans laquelle on aura le plaisir aussi de suivre l'Algérienne Souad Charouati. On ira ensuite, je vous propose de faire un focus sur le début du décathlon. Moi, j'ai un attachement particulier pour le décathlon. L'Albi Bourada nous a fait vibrer à Rio de Janeiro il y a 5 ans. Il a tutoyé le podium, il a fini 5e. Cette année, l'enjeu sera surtout de voir quelle va être la capacité de Kevin Mayer, le Français, à renouveler sa performance de Tokyo et de Rio de Janeiro et à doubler donc une deuxième médaille d'or, comme l'a fait Ashton Eaton, le brillant, le grand champion américain, qui détenait d'ailleurs le record du monde du décathlon, qui était le seul à être au-delà des 9000 points et qui a été détrôné par le jeune Kevin Mayer, de moins en moins jeune. Véritable enjeu donc à poursuivre, est-ce que Kevin Mayer va pouvoir doubler Rio et Tokyo. Ensuite, on ira aux 200 mètres. Le 200 mètres, sans Usain Bolt, évidemment, ça n'a pas la même ferveur. On aura du mal peut-être à s'accrocher. On s'est intéressé aux 200 mètres femmes. Thompson a réussi à doubler le 100 mètres et le 200 mètres. Là, il n'y aura pas l'Italien Jacobs qui a gagné le 100 mètres. Le Canadien de Grasse paraît être, après les demi-finales, un peu au-dessus du lot, 19,72. Mais le véritable enjeu, c'est pour cela que je vous le recommande, ce 200 mètres, à suivre en début d'après-midi demain à 13h. C'est de savoir si le jeune Knighton, l'américain Harrington Knighton, peut monter sur le podium. Ce serait une première, un jeune de 17 ans. Il a déjà réalisé 19,84 cette année. Il a gagné sa demi-finale. Est-ce qu'il peut aller jusqu'à monter sur le podium? Je rappelle qu'il a battu déjà le record du monde cadet sur la distance, détenu par un certain Usain Bolt. C'est une vraie référence et c'est peut-être le début d'un règne en athlétisme. Faites vos jeux. Alors, décathlon, je te parle directement à toi, Dadi. Est-ce que Kevin Mayer aura l'or cette année? D'abord, il faut relever que pour la première fois dans l'histoire, on fait le décathlon et l'heptathlon en même temps.
Ok. D'habitude, on commençait par les dames, heptathlon, puis les hommes, ou vice-versa. Là, et c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc, il y aura décathlon, heptathlon, en même temps pendant 2 jours. C'est un peu comme les meetings de Godzis ou de Ratingen où on fait. Maintenant, sincèrement, moi, je suis un fan de Wariner. Donc, je souhaiterais que Wariner gagne. Il a tout ce qu'il faut pour gagner. Donc le favori pour moi c'est Wariner pour une médaille d'or. J'ai un petit pressentiment mais je suis très mauvais dans les pronostics. C'est pour ça que je donne toujours mes pronostics, sachant pertinemment que je suis mauvais. J'ai le pressentiment que Kevin ne va pas terminer son décathlon. Voilà. Par rapport à sa blessure? Non, c'est un pressentiment comme ça. Généralement, je me trompe 9 fois sur 10, donc je le dis quand même. Mohamed, le décathlon demain, tu mises sur qui? C'est compliqué. Il y a Wariner qui a fait un décathlon extraordinaire, à 5 ou 6 points de la barre mythique de 9000 points, tant qu'il est en forme. Kevin Mayer, on l'a vu, enfin, du moins à travers la publicité française ou les émissions qu'il est dans une super forme, bien préparé, etc. Mais il faut souligner qu'il y a des gens qui montent actuellement. Il y a une densité de jeunes. Peut-être on pourra revenir sur ça demain. Après la première journée. On en parlera demain. Demain, Ouais. on va parler beaucoup de décathlon. Nedjla, tu as une idée? Enfin, Tu laisses les spécialistes. Franchement. Tu n'as pas de mot à dire. Ah bah oui, mais. Ok. Eton, nouveau champion olympique des 200? 200 mètres, c'est ouvert. Donc, il y a Lyles, il y a le Canadien qui a battu son record, qui revient en forme après 2 années de galère, de déchirure au niveau des ischios, qui a battu son record personnel sur 100, qui a largement amélioré son record personnel sur 200. Avantage aux Canadiens. Au 200. C'est peut-être le jeune américain aussi qui a détrôné les records de Usain Bolt en cadet junior. Et qui n'a que 17 ans. Bon, la fougue, la jeunesse et tout, peut-être que je m'y sur lui un peu. Il nous reste 5 minutes pour l'émission. Il y a eu aussi la finale du 800 et la finale à la longueur. On commence par la longueur. L'Allemande m'a dit... Niambo, pardon. Niambo, 7 mètres. Dernier saut. Dernier saut. Le hold-up. Le hold-up. Votre analyse, Dadi, je commence par ça. C'est des choses qui arrivent. Moi, j'avais un petit peu pour la Rizzi, l'américaine, et elle également qui revient d'un traumatisme. J'ai toujours de la sympathie pour les athlètes qui sont blessés, qui reviennent. Opération au niveau, elle a changé la tête du fémur, vous imaginez. Donc, grosse opération, lourde opération, et puis elle revient après 2 années pour dire qu'on peut se faire opérer de la tête et du fémur, revenir, sauter plus de 7 mètres et monter sur le podium. Moi, je souhaitais la victoire de Rizzi ou de la Serbe, qui s'est classée, je pense, 4e ou 5e. 4e la Serbe, 6,91. Elle aussi qui revient d'un énorme traumatisme au niveau de la cheville, et puis l'Allemande, voilà, régulière comme peuvent l'être les Allemands. La première Allemande à avoir fait le double championnat du monde Jeux Olympiques après Dreschle. Voilà. C'est un peu aussi l'année des Européens. Si on fait un tableau en athlétisme, on a eu hier le Grec qui gagne le 100 longueur, Duplantis à la perche. Les Latinos aussi. Les Italiens, les 2 Italiens à 100 hauteur, 100 mètres. C'est un peu le retour de Les Américains sont en retrait. Les Américains sont en retrait. Sont en retrait. Ce matin, première médaille. Au 800 mètres, je voulais arriver à ça. C'est la transition. 800. Bon, ils ont beaucoup de jeunes qui arrivent. Ils ont dû avoir beaucoup de problèmes pendant le Covid. Je suppose, je n'ai pas d'explication. C'est l'État qui a perdu le plus de cas parce qu'ils ne se sont jamais confinés. Voilà, donc bon, c'est des choses qui arrivent. Il y a des nations comme ça qui émergent et puis qui disparaissent, puis qui reviennent. Mais les Américains auront l'année prochaine chez eux les championnats du monde à Eugene. Et là, je pense que tout sera fait pour qu'ils puissent tout rafler. Mohamed, la transition pour te donner pour la seule médaille jusqu'à présent, médaille d'or américaine, c'était au 800 mètres dames. Et Tingmo, 19 ans, elle fait le record du monde junior. C'est un peu la Rudisha de 800 mètres chez les femmes. Déjà, même attitude, elle est grande de taille, très habile. D'origine soudanaise, d'origine soudanaise, fille d'immigrés. Elle a fait, aujourd'hui, elle a réalisé en étant junior toujours, la 11e meilleure performance mondiale de tous les temps, 1,55,21.
Elle a un record personnel sur 600 mètres, 1,23. Elle détient aussi le record du monde junior, 50-52. Et elle a un record personnel le 400 aussi à 49-57. Donc c'est une fille qui peut, enfin je ne sais pas, mais on peut imaginer qu'elle peut battre le record de Karatechliova en 1,53 qui date de 83. Elle pourra le faire, une 53, une Oui, 52. en junior, elle fait 1,55. Elle a le record du monde du 400 mètres du 400 mètres plat. Et c'est une fille qui gagne les Jeux Olympiques à 19 ans. Donc, elle n'a pas de problème. Elle est universitaire, elle a trop couru et tout le monde s'accorde à dire peut-être qu'elle va passer au voilà, si elle passe pro, donc oui, si elle passe pro, c'est tout le mal qu'on lui c'est souhaite. autre chose. Donc elle va quitter le système universitaire qui vraiment broie tous les athlètes. Justement, Dadi, j'ai vu, on a vu aujourd'hui la plupart des athlètes qui ont fait le NCAA, dont notre athlète Aladdin Talwisson, ils n'ont pas brillé lors de Joe la Garrison saison. aussi. La plupart des athlètes qui sont universitaires. Il faut savoir qu'ils ont commencé la saison pratiquement au mois de janvier, juste après le commencement de déconfinement. Décembre. Donc, décembre, janvier, ils étaient au top de trucs tahom déjà au mois de mars. Et donc, on voit que la plupart des athlètes américains, et pas américains, ceux qui sont dans les universités américaines, ils sont un peu à la trappe dans ces jeux. C'est un peu le cas aussi, bon, pour faire la transition, on arrive au bout de l'émission, c'est un peu le cas aussi des joueurs de football qui se plaignaient cet été des championnats, des coupes et qu'on leur met beaucoup de choses. Pour ça, aujourd'hui, il y a eu la demi-finale, le Japon qui sort de son pays en demi-finale face à l'Espagne, face à une équipe d'Espagne très jeune, et il y aura la finale de football. Brésil, Espagne, c'est aussi un très beau spectacle à voir. C'est des jeunes Classico. Ouais, un très grand classico. Ça sera un match, et ça sera samedi, je pense, le samedi, la veille de la fin de ces Jeux Olympiques. À suivre. À suivre. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi Ahmed, merci à toi Mohamed et Nejla. Merci à vous de nous avoir suivis. La situation sanitaire est très critique. Faites attention à vous. On se voit demain à la même heure pour un décryptage tout aussi détaillé. À demain. Au revoir.